Amis des colis de fans, bonjour. Alors pourquoi j'ai intitulé cet épisode 2 pour le prix d'un? Parce que cette vidéo en fait va montrer le contenu de 2 colis de fans. Un que m'a envoyé Jean-Marc il y a déjà quelques temps. Je vais faire cette vidéo et puis j'ai traîné. Jean-Marc, comme on va le voir, m'a envoyé 2 blocs d'alimentation qui servent a priori à alimenter les équipements de télécom. Et ensuite Jojo Recup qui m'a encore envoyé plein de merveilles que l'on va aussi découvrir ensemble. Alors allons-y. Alors voici le premier bloc d'alimentation envoyé par Jean-Marc. Comme on peut le voir, lui n'est pas tellement volumineux, bien qu'il soit assez lourd. Donc c'est prévu manifestement pour être enfichable avec ici 2 connecteurs, un pour l'arrivée 220 et l'autre pour la sortie. Comme on peut le voir sur l'étiquette, ça donne quand même en sortie 53 volts sur 15 ampères, ce qui est déjà plutôt assez important, et c'est vraiment compact. Voilà, avec devant là ce ventilo. Alors bon, j'ai déjà préouvert, on va regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc là, on retrouve quelque chose d'absolument très classique. Une partie ici du filtre d'entrée. Le 220 arrive via ce fil. Là, on retrouve les classiques condensateurs X, Y et les sèves de filtrage. Pour arriver, toute la partie primaire ici, le transformateur haute fréquence et la partie secondaire avec, comme on voit ici, un filtrage assez costaud en sortie. Avec ce petit ventilo et toute la logique de commande ici. Donc c'est assez compact. Et là, c'est la première fois que je vois ça, là, ces espèces de ressorts là, qui plaquent tous les transistors sur le radiateur. C'est pas mal, ça permet une maintenance aisée et a priori ça doit les appuyer assez fort pour avoir un bon contact thermique. Alors voici le deuxième module qui, comme on peut le voir, est beaucoup plus imposant et très lourd, il fait plusieurs kilos. Et lui, d'après le datasheet qu'on trouve sur internet, il peut donner 34 ampères sous 48 volts, ce qui n'est pas rien. Alors on voit qu'on retrouve encore ce système modulaire qui permet de le changer très facilement. Toute la connectique est sur la face avant, avec, comme on peut le voir, ce connecteur qui ressemble à un Canon, mais avec bien sûr, comme on peut le voir ici, des plots qui, eux, vont être capables de fournir ce courant qui est très important. Alors, c'est vraiment pas un petit truc. Alors, il y a un très bon rendement, un correcteur de facteur de puissance, et, comme on le voit, ce magnifique radiateur, parce que il n'y a pas de ventilo. Il est refroidi simplement par convection, ce qui est rendu possible sans doute par un rendement plutôt bon, hein, 92% je crois il donne, ce qui est en effet assez exceptionnel pour des courants comme ça. Et l'avantage, pas de ventilo, ça veut dire souvent pas de poussière, éventuellement pas d'usure mécanique. Pour ces équipements genre télécom qui sont alimentés 24/24, c'est quand même un plus. Alors on va essayer de jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, c'est pas facile, c'est très très lourd. Alors voici une vue d'ensemble du biniou, hein. On peut voir que c'est assez fourni. Et alors on remarque tout de suite différents éléments. D'abord, ce grand PCB là qui supporte toute l'électronique. En entrée, un filtre en entrée, hein, avec 2 selfs, des protections anti-surtension, les fusibles. Ensuite, on peut voir ici 3 éléments qui sont vraiment balèzes. 2 selfs. Hein, on voit que c'est des selfs, pourquoi? Parce que il n'y a que 2 connexions. Et le transfo. Donc ça, manifestement, c'est la self de sortie qui va permettre d'avoir un bon filtrage. Celle-ci, ça, c'est le transfo haute fréquence, donc qui sert au convertisseur. Et ça, je pense comme ça que ça serait assez lié peut-être au correcteur de facteur de puissance ou au moins au filtrage de l'entrée. Alors on voit aussi un transformateur ici qui est un transformateur tout à fait classique, hein, avec des tôles oui, qui à mon avis sert à alimenter toute l'électronique. Donc voilà, alors on peut déjà voir le fusible de sortie ici, hein, comme on voit, hein, c'est pas un petit kiki, c'est quand même un fusible balèze, mais enfin bon, là c'est pareil, on voit ces 2 condensateurs là qui sont mis sur des rails en parallèle, de façon à filtrer la sortie. Alors ce que je trouve assez bizarre quand même, c'est qu'il y a énormément de réglages. Pour une alimentation qui donne normalement des tensions fixes, je trouve que ça me paraît, enfin, comme ça j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il y en a tant, enfin bon.
C'est comme ça, donc on voit qu'il y en a un certain nombre qui sont accessibles en face avant, et d'autres ici, là, voilà, il y a tous ces trimmers qu'on peut voir. Il y a quelques relais, voilà, ici, toute cette partie-là avec ces deux condensateurs. Donc là, on voit là, c'est probablement toute la partie primaire. Donc je rappelle, hein, enfin vous trouverez plein de vidéos intéressantes là-dessus. Il y a là-dessus donc ce qu'on appelle un correcteur de facteur de puissance, dont le but est de ramener le cosinus phi, hein, comme on appelle ça, le plus près possible de 1, ce qui surtout pour des trucs qui consomment beaucoup et industriels est important. Ne serait-ce d'abord pour pas perdre de l'énergie et aussi pour éviter de payer, parce que je veux dire, en industriel, si on dépasse certaines normes, ça coûte très cher, fait payer ça, la peau des fesses. Enfin donc voilà, ici comme on peut voir, toute cette électronique, donc là c'est du trou, tout en trou traversant, hein, c'est sans doute un truc qui a été fait déjà il y a quelques années, avant le CMS. Alors voilà, et je l'ai testé, je l'ai pas testé en charge, mais enfin je l'ai mis en route, j'ai mesuré la tension de sortie, ça fonctionne bien. Alors maintenant, est-ce que j'aurais l'utilité d'un truc comme ça à première vue, non, mais bon, je sais pas, je vais garder ça dans mes stocks. Si un jour j'ai besoin d'avoir beaucoup de courant sous 48 volts, là, je suis équipé. Alors, voyons maintenant ce que Jojo m'a envoyé. Alors, la première chose, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez marrant. C'est un afficheur 7 segments, on va dire, bah oui, et alors? Mais c'est un afficheur 7 segments assez spécial dans la mesure où il n'utilise pas des LED hein, pour allumer les segments, mais des ampoules. Bon, je vous fais grâce de l'ouverture, mais enfin à l'intérieur, on voit qu'il y a 7 ampoules. Alors pourquoi fait avec des ampoules? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il faut savoir que au début, ils ont eu beaucoup de mal à faire des afficheurs 7 segments assez grands, dans la mesure où ils avaient un petit peu de mal à faire des LED assez puissantes pour que, au-delà d'un diffuseur, ça arrive à faire des afficheurs aussi grands, et surtout avec un niveau assez lumineux. En même temps, enfin je ne sais pas de quand date ce truc, il n'y a pas vraiment de date code dessus, mais il ne faut pas oublier que aussi c'est peut-être un truc qui est tellement ancien que ce soit avant l'avènement des semi-conducteurs. Alors j'ai regardé, ça s'alimente en 12 volts et il fonctionne très bien. Hein, on voit qu'il y a un commun ici, et là on peut allumer n'importe quel segment. Donc voilà par exemple. Et on voit que c'est vrai que c'est plutôt lumineux. Et on peut comme ça après faire tous les chiffres. Alors c'est tout à fait utilisable. Hein, il suffit de mettre par exemple un circuit intégré là, avec des Darlington genre ULN 2800, je sais plus combien là, ou des transistors, et n'importe quel décodeur 7 segments. Donc je sais pas si j'en ferai un jour quelque chose, mais j'ai trouvé ça rigolo. Alors ensuite, ce genre d'indicateur, alors ça c'est des trucs qu'on retrouve énormément dans le milieu industriel, c'est assez universel, hein. Généralement ça permet, soit grâce à des réglages, des shunts ou des câblages, de mettre différents styles de capteurs dessus. Ça peut être des capteurs de courant, très souvent de température, des sons de K, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Et aussi, généralement, de pouvoir programmer des seuils, soit avec des alarmes, soit qui commandent des relais, pour en faire tout simplement des fonctionnements genre thermostat. Enfin, c'est assez universel. Et alors, il y a des modèles qui s'alimentent soit directement sur le secteur, ce qui est le cas de celui-ci, soit avec différentes tensions. Donc pour info, je l'ai testé, il a l'air de fonctionner. On trouve la doc sur internet, elle est un petit peu, je veux dire, on va rayer ici, mais enfin, à la limite, un coup de polish. A priori comme ça, il a l'air de fonctionner, à moins que ce soit un des contacts de relais qui soit pas bon. Je l'ai testé rapidement, mais pour l'instant, je pense que c'est tout à fait réutilisable. Alors dans les autres trucs industriels aussi, alors ça, c'est un truc que je connaissais pas trop, et que j'ai trouvé la doc sur internet. Je vais essayer de faire un pont un peu plus large, qu'on voit à quoi ça ressemble. Alors ça c'est quoi? C'est un système isolateur qui fait une isolation galvanique avec ici des entrées et ici jusqu'à 4 sorties. Il existe même un modèle qui en fait 8 et qui permet en fait d'isoler des signaux logiques de style soit RS485, soit TTL, et on retrouve, ça c'est surtout fait pour des systèmes de commande, comme je vous avais déjà montré, là, des systèmes à quadrature de phase, et c'est pour ça qu'on retrouve ici la notation AB, Z. Et donc ce genre de choses, ça va permettre, avec une seule commande, par exemple, de commander 4 systèmes, mais en préservant l'isolation galvanique entre les deux,
ce qui évite d'avoir des courants qui passent dans les masses et des choses comme ça qui peuvent potentiellement faire des bêtises. C'est un truc assez universel, hein, on peut le paramétrer comme ça, et puis grâce à ces systèmes, d'après ce que j'ai vu sur le datasheet, là on voit entrée-sortie, on peut les chaîner pour en mettre X, et voilà, c'est fait pour être mis éventuellement sur ces rails là qu'on retrouve dans l'industrie. Donc alors, je l'ai juste alimenté, il a l'air de s'allumer, maintenant je ne l'ai pas testé, mais bon, comme ça c'est pareil, j'en ai pas une super utilité, mais pourquoi pas. S'il fonctionne, ça pourrait peut-être un jour me servir. Et on voit là tous ces systèmes embrochables qui sont vraiment sympas parce que ça, contrairement à ceux qui sont soudés sur le PCB, quand on veut faire de la maintenance, bah, faut tout dévisser, c'est l'enfer. Alors que là, enfin moi j'utilise beaucoup ces trucs-là, c'est vraiment extra. Alors il y avait aussi cette grosse platine là avec des. Alors manifestement c'est fait pour marcher en 110 volts 50 Hz, donc à mon avis c'est pas jeune, avec ces relais là qui sont des relais de puissance qui ont l'air en bon état et qui commutent a priori sans doute beaucoup de courant. Alors là on retrouve ces fameux condensateurs RIFA, condensateurs qui vieillissent très mal. D'ailleurs on voit qu'ils commencent déjà à se fendiller là. Le problème de ces clapas, hein, c'est que avec le temps, la résine qui les fait se délite. Et je dirais, même si vous en avez en stock qui était neuf, je vous déconseille fortement de les utiliser. Les RIFA, c'est bon pour la poubelle. On les reconnaît hein, avec ce côté transparent. Et rappelez-vous, là, j'avais fait une vidéo, là, mon oscilloscope Tektronix avait un RIFA là, qui avait explosé. Enfin voilà, et si vous en avez sur vos matériels, je dirais, changez-les dès que possible. De toute façon, avec le temps, ça va être de pire en pire. Alors, ces relais ont l'air pas mal. Alors c'est des relais 110 volts a priori. Comment ils étaient? On voit qu'il y a un pont en dresseur ici. Maintenant, de toute façon, même s'ils sont en 220 avec une simple diode et un petit condensateur, je pense qu'on peut facilement les réutiliser en 220. Et là encore, on retrouve ces connecteurs là en fichable. Et rien que ça, c'est sympa. Donc je pense pas utiliser cette platine. Là c'est assez facile à dessouder, éventuellement en utilisant les aiguilles. Et là, bah, ça c'est sans doute un truc qui pourra servir. Alors dans le colis, il y avait ça aussi. Alors ça, c'est quelque chose de très connu. C'est une lampe de vidéoprojecteur qui se présente souvent sous cette forme de module là, avec cette fenêtre, c'est une sorte de quartz ou de verre haute température. Alors ces lampes, il faut les changer périodiquement et bizarrement, on les change pas tellement quand elles claquent, mais on les change au bout d'un certain temps d'utilisation. Ceux qui utilisent les vidéoprojecteurs l'ont certainement constaté. Le problème, c'est que ces lampes, quand elles sont neuves, elles sont faites pour faire une lumière blanche qui contient toutes les lumières du spectre, et ce qui fait qu'après, en les passant dans différents systèmes, soit des systèmes à miroir, LCD, machin, permet de faire des bonnes couleurs, et avec le temps, en fait, elles s'usent et le spectre diminue. Ce qui fait qu'en gros, on s'aperçoit que le vidéoprojecteur a du mal à afficher certaines couleurs. Il y a des couleurs qui commencent à pâlir, et voire à la fin, à ne plus les voir du tout. Ce qui fait que c'est ça. Même si ça peut bien sûr arriver qu'une ampoule comme ça claque, c'est assez rare. On les change parce que justement, on voit que l'image n'est pas bonne. D'un autre côté, tous les vidéoprojecteurs modernes, l'affiche, généralement, ils ont un compteur d'utilisation de l'ampoule. Et au fur et à mesure, ils indiquent de la changer. Alors, c'est vrai que ça coûte relativement cher. Maintenant, j'ai même vu des vidéos pro où finalement l'ampoule, c'est presque le coup de changer le vidéo pro. Enfin, ça, c'est vraiment un autre débat. Donc là-dessus, c'est sans doute une ampoule usagée. Hein, je pense pas qu'elle est neuve. Hein, alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dessus? On peut récupérer de la visserie, éventuellement ces gaines là. Pourquoi pas cette fenêtre, bien que je vois pas comme ça d'utilisation pour l'instant. Mais enfin, voilà. Alors après, il y avait cette grosse carte là. Alors cette carte m'intrigue pas mal. On peut voir, là c'est pareil, je recule parce qu'on voit qu'elle est balèze. Elle contient 6 éléments identiques. Donc à la limite, on va se concentrer sur un seul. C'est assez bizarre. Hein. En entrée, il y a ce transfo de fréquence hein, qui est alimenté via ce condensateur. Et tous les 6 modules sont alimentés en parallèle là-dessus. Donc manifestement, c'est une alimentation, je veux dire, haute fréquence, sans doute de puissance,
et qui, derrière ce transfo, qui assure une isolation galvanique, il y a tout ce système de diodes, de condensateurs, ce module de commande, et ces transistors qui très probablement font une sorte de pont en H, dont on voit ici les sorties. Je suppose que l'idée de passer par un hacheur comme ça à haute fréquence, bah, ça va permettre d'avoir sans doute de la haute tension, donc de diminuer la section des fils, hein, dans la mesure où c'est toujours le principe, hein, plus on a de la tension élevée, plus pour la même puissance les fils sont petits, et en même temps d'avoir donc des isolations galvaniques avec des transfos qui restent petits. Hein, parce que c'est aussi le principe des aliments découpage, plus la fréquence est élevée, plus les transformateurs à puissance égale sont petits. Donc ils sont tous en parallèle. Et derrière, donc bah voilà, on voit ces diodes hein, qui redressent ça. Alors après, à quoi ça sert? Bah, je m'interroge. Ça peut être fait pour une sorte, pourquoi pas, d'onduleur triphasé. Ça peut être une sorte de variateur, peut-être, de commande de moteur. Honnêtement, je ne sais pas. Si quelqu'un sait ce que c'est, j'ai cherché sur Internet. J'ai rien trouvé. Mais enfin voilà, donc là, bah, là-dessus, pour le coup, il y a pas mal de composants sans doute à récupérer, à voir si ils sont bons ou pas. Maintenant, il faut toujours se méfier quand on récupère des capas comme ça. On se dit, ah bah super, bonne pioche, je récupère des capas. Enfin, c'est souvent des capas qui ont vécu. Donc, elles sont relativement anciennes. Et même si elles sont en bon état, elles ne s'entonnent pas quand même le potentiel de capacité neuve. Enfin bon, après, voilà, ça peut servir à faire du dépannage ou autre. Et pour terminer, alors, il y avait ce circuit. Bon, je l'ai cassé par erreur, ici il y avait un connecteur. Alors ça m'a bien fait marrer. C'est manifestement un circuit qui a été monté à la main. Pas mal fait d'ailleurs, avec ce système-là de Veroboard, hein, comme on peut voir. Et des straps, c'est assez propre. Et tous ces ajustables. Alors j'ai cherché un petit peu ce que c'était ces circuits et j'ai fini par trouver une doc. Bien que la seule que j'ai trouvée sur celui-là était en allemand, mais enfin moi avec un traducteur automatique, j'ai vu ce que c'était. Alors ça vient très probablement d'un orgue électronique ou d'un instrument de musique. Pourquoi? Parce que ces circuits-là sont des circuits qui sont faits pour faire 4 notes, 4 oscillateurs en fait qu'on peut ajuster pour faire des notes, et d'après ce que dit la doc, des octaves élevées. Donc en faisant ça, bah, avec les 3 circuits, eh ben, on couvre une octave complète, hein, y compris avec les dièses. Et derrière, ces circuits-là, hein, qui sont des SAJ 110, c'est pareil, j'ai trouvé la doc, et ben c'est des diviseurs qui permettent bah, derrière de faire bah, toutes les octaves. Hein. Je rappelle que en musique, hein, une fois qu'on a une octave, le Do d'une octave, par exemple, bah, si on le divise par 2, on a le Do de l'octave inférieure, et ainsi de suite. Donc grâce à ça, eh ben, on voit que ça devait sans doute après arriver chaque sortie sur les touches d'un clavier et qui derrière était envoyé sans doute dans un ampli. Donc voilà, c'est très probablement ça vient d'un instrument de musique et les ajustables ici devaient servir à accorder les notes. Alors c'est vrai que c'est quand même un peu, c'est analogique, ce qui fait qu'avec la température et le temps, ça pouvait quand même bouger, donc c'est sûr que dès qu'il y a eu disponible après des circuits digitaux qui, avec des diviseurs très précis, qui faisaient toutes les notes à partir d'un même oscillateur, éventuellement même à quartz, bah, on a eu des choses bien meilleures, parce qu'à la limite, il n'y avait plus besoin de les accorder, ou du moins, si on voulait avoir un La à 440 Hz, eh ben, d'accorder que l'oscillateur. Il y a eu un circuit hein, qui s'appelait le MK, je ne sais plus combien, de Mostek, qui comme ça faisait lui directement toute une octave avec des diviseurs. J'en avais utilisé un il y a très longtemps, mais là, on va dire, c'est quand même assez ancien. Hein, ça date sans doute d'avant ces circuits-là. Là, on voit que c'est ITT qui faisait ça. Et avoir le date code M06. Alors, c'est pas vraiment un date code, ça. Il n'y a pas vraiment de date, mais enfin voilà. Donc, bah, pareil, je ferai certainement rien de ce circuit, à part le garder, on va dire, dans mon musée historique. Donc voilà pour cette présentation. Un grand merci à Jean-Marc et à Jojo pour ces merveilles. Si vous-même vous voulez participer à Colis de Fans, il suffit de m'envoyer un email à info@sero.org pour qu'on en discute. Tiens Maurice Conneuf, tu voudrais profiter que tu es à l'antenne pour nous donner une recette de saison. Ah, c'est quoi ta recette? Le bébé pané, hein? Oui, on prend un bébé, on l'enduit de crème solaire et on l'envoie jouer dans le sable. Et on a un bébé pané. En effet.
Ok, bah c'est vrai que là la météo a l'air d'être un petit peu meilleure, ça change. On va peut-être enfin pouvoir y aller à la plage. Que le grand coup de sol, dieu du bronzage, vous fasse de bons souvenirs de vacances et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.